Bonjour à toutes et à tous. Dans cette capsule, on va parler donc de comment détecter la limitation des débits expiratoires. Il y a deux types de méthodes. Les méthodes statiques qui sont des méthodes décrites il y a bien 40 ans ou plus, qui sont des méthodes de laboratoire qui nous permettent quand même d'évaluer la limitation des débits avec un phénomène tout ou rien, c'est-à-dire ça existe pas, ça ne permet pas d'évaluer dynamiquement la limitation des débits expiratoires si classiques, et ça difficulte quand même l'évaluation des interventions thérapeutiques. Et, ces méthodes, en fait, sont des méthodes, comme j'ai dit, des laboratoires des fonctions pulmonaires. Et la première, c'est le rapport qui existe entre la pression et les débits générés. On voit qu'il y a une linéarité entre la pression générée et les débits résultants, autant en inspiration qu'en expiration, en conditions physiologiques et à volume courant. Ces deux courbes se séparent lorsqu'il y a une limitation de débit expiratoire parce qu'on sait que cette limitation de débit est justement expiratoire. Donc il y a une linéarité en inspiration de la boucle entre la pression et les débits générés. Et lorsqu'on est en expiration, il y a une limitation du débit expiratoire. Ça, c'est une méthode relativement efficace, mais qui nécessite quand même une technologie de laboratoire, une cabine de plétismographie pour ce type de détection. La deuxième méthode, c'est plus simple, c'est une boucle de volume simplement. Et cette boucle de volume nous permet de voir qu'il existe une limitation de débit expiratoire à volume courant. On sait que la limitation de débit expiratoire existe à débit forcé maximal, mais en situation physiologique, le débit il est rond en inspire et en expiration pendant les volumes courants. Alors, lorsque les patients il a une limitation de débit expiratoire, on voit qu'en inspiration, il n'y a pas de limitation de débit, mais en expiration, il y a une limitation de débit, il y a une superposition entre la boucle débit-volume à volume courant et la boucle de volume à expiration ou force. Les méthodes dynamiques sont plus intéressantes parce qu'ils permettent d'évaluer les patients en situation dynamique, en situation clinique. Et les premières, ça vient de la réanimation et c'est les monitorages des écrans des ventilateurs. Et on voit donc que dans ces graphiques clairement comment il existe donc une expiration très rapide avec un retour à débit zéro lorsqu'il n'y a pas de limitation de débit expiratoire. Par contre, lorsqu'on est en limitation de débit expiratoire, il y a ces retardements, ces ralentissements du dégonflage du débit expiratoire qui n'arrive même pas à débit zéro. Et cet aspect, en fait, ça correspond exactement en miroir à l'aspect de la limitation de débit expiratoire en boucle de débit-volume. La seule différence, c'est qu'ici, là, c'est l'inspiration et là, c'est l'expiration. Et ici, l'inspiration, elle est négative et l'expiration, elle est positive. Mais vous voyez que l'aspect est exactement le même. Et en fait, on revient au concept de choke point. Et cette limitation de débit expiratoire arrive après une première période courte en proto-expiration des vidanges rapides de la voie aérienne supérieure et ensuite les collapsus de la voie aérienne par les mécanismes qu'on a expliqués dans la première capsule, c'est-à-dire les collapsus dynamiques expiratoires. Et à partir de là, on voit comment les dégonflages du poumon, la sortie d'air, s'est fait très très lentement. Et ces points dans lesquels les débits passent d'un débit rapide à un débit lent, on appelle ça le choke point. C'est un témoignage de la limitation, du début de la limitation du débit expiratoire. Alors ça va retentir en ventilation, puisque vous voyez ici que cette limitation du débit expiratoire fait que lorsque les patients vont essayer de faire un effort inspiratoire, va générer une pression négative, mais cette pression négative ne va pas se traduire en débit, puisque la voie aérienne est fermée, donc, et parce que la pression elle est au-dessus du zéro, il a une autopep, donc il faut que les malades doivent faire un effort supplémentaire pour arriver à la pression zéro, pour casser cette limitation de débit expiratoire, lutter contre ces débits expiratoires résiduels et là déclencher la machine. Alors, ce travail respiratoire supplémentaire qui fait les patients en présence d'une limitation du débit expiratoire pour respirer, mais aussi pour déclencher la machine à ventilation, ça peut aller jusqu'à 50% du travail respiratoire total. Donc c'est considérable et ça peut nuire carrément, pas seulement à la mécanique diaphragmatique, mais aussi à l'asynchronisme patient-ventilateur lorsqu'on parle d'un patient ventilé.
L'autre méthode, cette fois-ci pas chez les malades ventilés, mais aussi en laboratoire, mais qui permet d'avoir une évaluation dynamique, c'est l'application d'une pression expiratoire négative. Alors, la pression expiratoire négative, c'est simplement d'appliquer à la fin de l'expiration une pression négative de moins 4, moins 5 cm d'eau. S'il y a une voie aérienne ouverte, cette pression négative va aspirer l'air qui reste dans la voie aérienne et distale et va générer un débit supplémentaire. Alors que lorsque vous êtes en limitation de débit expiratoire, comme la voie aérienne est fermée en fin d'expiration, vous n'allez pas avoir des débits supplémentaires, chose que vous voyez parfaitement ici et qui correspond en fait à une boucle de volume avec une limitation de débit expiratoire. Cette méthode a été décrite par le laboratoire d'Emilie Kemily il y a déjà plusieurs années, aux années 90, et ça a été la méthode de référence pour la détection de la limitation de débit expiratoire jusqu'il y a quelques années. Dans lesquelles il a été décrit la méthode dont on va parler tout à l'heure, que c'est l'oscillation forcée. Une autre façon de reproduire cet aspect des pressions négatives, c'est au lieu d'appliquer une pression négative dans la voie aérienne, c'est d'appliquer une compression abdominale qui revient au même en fait. On va essayer de générer en fin d'expiration ou un débit supplémentaire et en fait lorsqu'il n'y a pas de limitation de débit expiratoire, cette compression abdominale va aboutir à une augmentation du débit, alors que lorsqu'il y a une fermeture de la voie aérienne, cette compression abdominale n'aboutira pas à une augmentation du débit. Je reviens donc à l'oscillation forcée, que c'est la méthode que j'évoquais tout à l'heure. L'oscillation forcée, ça a été décrit il y a 17 ans par Dell'Acca en Italie. Et en fait, ça consiste à appliquer des pulses. Ces pulses sont des 5 Hz en raison de 1 à 2 mm de mercure qu'on applique pendant toute la durée de l'inspiration et de l'expiration. Normalement, ces pulses vont permettre de mesurer l'élastance du système respiratoire, c'est-à-dire une sorte de volume de distribution. Ces pulses sont distribuées dans un volume et en fait, ce qu'on va voir, c'est l'élastance spécifique, c'est-à-dire la compliance de ces poumons. Et cette compliance va être bien évidemment plus élevée à plus de volume pulmonaire, c'est-à-dire que lorsque ça passe jusqu'au fond du poumon, on va voir quand même une élastance spécifique qui va être élevée. Lorsque la voie aérienne est obstruée partielle ou totalement, il y aura donc cette oscillation forcée va être distribuée dans un volume de distribution entre guillemets plus faible et donc on aura une élastance spécifique plus petite. Et cette élastance spécifique plus petite, lorsqu'elle est seulement dans une phase de la respiration, soit l'inspiration et l'expiration, nous permettra de détecter la limitation de débit inspi ou expiratoire. Ici, on parle de l'expiratoire et on voit parfaitement bien ici qu'en présence d'une boucle de volume normale, l'instance inspiratoire et l'instance expiratoire, l'instance expiratoire et l'instance expiratoire sont les mêmes, mais lorsqu'on est en limitation de débit, on va voir une différence entre cette élastance spécifique entre l'inspiration et l'expiration, qui est le réflexe en fait d'une fermeture de la voie aérienne pendant l'expiration. Alors, il a été bien décrit que lorsque cette différence, c'est-à-dire ce delta d'élastance entre l'inspiration et l'expiration, dépasse les 2,8 cm d'eau par seconde par litre le moins 1, il y a 100% de sensibilité spécificité pour la détection d'une limitation du débit expiratoire. En conclusion, différentes méthodes sont disponibles pour la détection de la limitation des débits expiratoires. Intérêt des méthodes dynamiques pour détecter les variations cycle à cycle en vraie vie et l'impact des interventions thérapeutiques. Et l'oscillation forcée est à ce jour la méthode la plus sensible et spécifique pour la détection de la limitation des débits expiratoires. Elle permet une évaluation cycle à cycle non invasive et fiable. Merci beaucoup.